C'est bon. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette soutenance de mémoire qui met en lumière l'étudiant Anthony Samdi. Anthony Samdi a rejoint l'IUS par VAE, validation des acquis et de l'expérience. Anthony Samdi avait bouclé les 4 années d'études de droit dans une autre école, mais il avait bien voulu faire son mémoire et pour l'obtention de la licence en droit avec l'IUS. Et aujourd'hui, il est là pour soutenir son mémoire qui s'intitule « Décentralisation en Haïti, outils de réingénierie politique au service du développement local ». Et avec moi comme président du jury, il y aura le docteur Christophe Providence comme encadreur et puis le docteur Fred Selimène comme rapporteur. Donc, merci, chers amis, merci à tous et à toutes d'être tout oreille à Anthony Samdi qui aura 10 minutes pour nous présenter son mémoire. Merci. Je salue l'assistance. Je salue également les membres du jury. Et je dois remercier le Dr Providence pour son support. Et j'en suis réellement reconnaissant. Alors, en fait, le sujet que je vais traiter, c'est décentralisation en Haïti, outils de réingénierie politique au service du développement local. Alors, la problématique que je vais essayer d'aborder, c'est que pour vous dire que la culture de la gouvernance locale est calquée sur un modèle hiérarchique vertical du sommet vers la base, de bas, de haut en bas, c'est-à-dire de haut vers le bas. Mais par la proclamation de la Constitution de 1987, et que le peuple haïtien a choisi d'inverser l'ordre en fait, de la gouvernance étatique en proposant un nouveau modèle hiérarchique vertical venant de la base vers le sommet. Alors, en fait, ce pour vous dire que Haïti, c'est un pays foncièrement en fait, centralisateur et que nous voulons, dans ce travail de recherche, proposer un nouveau modèle de gouvernance. Et les objectifs de recherche que nous poursuivons, c'est, dans un premier temps, nous voulons apporter un éclairage sur la décentralisation en tant que concept, doté d'une historicité, d'un ancrage idéologique et théorique. Dans un deuxième temps, il convient d'examiner, en quelque sorte de manière approfondie, le concept de la décentralisation en tant qu'outil potentiel de réinventer l'État. En troisième lieu, il est proposé d'analyser l'incidence de la gouvernance territoriale sur la gouvernance locale. Alors, le plan que nous avons proposé, il y a 3 chapitres. Le premier chapitre se portera sur les fondements théorique de la décentralisation et du développement local. Le deuxième chapitre aborde l'aspect de la réingénierie politique par la décentralisation en Haïti. Et la troisième chapitre se penchera sur la réingénierie du développement local et de la décentralisation en Haïti. Alors, le premier chapitre, c'est en quelque sorte la décentralisation en Haïti. Du moins, nous voulons parler de la décentralisation politique plus précisément. Et la décentralisation politique donne aux élus locaux du pouvoir dans la prise de décision. Les élus locaux facilitent l'établissement d'une relation de proximité entre les élus et les mandants, et l'approche participative est privilégiée,
Et la décentralisation, si vous voulez, requiert des relations, si vous voulez, continuellement avec les communautés desservies. Alors, le premier chapitre se porte sur les fondements théoriques de la décentralisation. Et d'ailleurs, dans un premier temps, nous avons, si vous voulez, survolé les différents concepts liés à la décentralisation que nous n'allons pas prendre le temps ici de les énumérer tous, puisque le temps nous ferait défaut, mais nous avons abordé la décentralisation politique, la décentralisation financière, la décentralisation administrative, la délégation et la déconcentration, la dévolution, qui sont en quelque sorte les corollaires de la décentralisation. Alors, dans le premier chapitre, nous avons déjà abordé l'aspect conceptuel. Maintenant, nous allons en quelque sorte voir l'aspect théorique de la décentralisation. Nous allons en quelque sorte survoler la théorie keynésienne ou la théorie de John McCain, qui en quelque sorte est basée sur les piliers suivants. C'est l'incapacité des marchés de s'autoréguler. C'est l'intervention de l'État est souvent nécessaire pour intervenir dans l'économie. L'État doit augmenter ses dépenses, doit réduire les impôts et en quelque sorte, et cinquièmement, créer des emplois de manière à, si vous voulez, relancer la croissance de l'économie. Ça, c'est la théorie de Keynes. Mais nous avons également survolé la théorie néolibérale qui a censé pris le contre-pied de la théorie keynésienne qui favorise la libération du marché, c'est-à-dire il faut le laisser faire économiquement, il faut la dérégulation, la réduction significative de l'intervention de l'État, la dérégulation du marché, la privatisation et tout le reste. Alors, il est vrai que la théorie de Keynes et également les néolibérales, ils n'ont pas effectivement parlé de la décentralisation en quelque sorte, mais leur approche ont en quelque sorte jeté les bases pour en quelque sorte parler d'une décentralisation à proprement parler. Et nous avons également abordé l'aspect, si vous voulez, de la théorie séquentielle qui a proposé, si vous voulez, les séquences de la décentralisation politique, fiscale et administrative, qui est un premier modèle, qui est une première forme de séquence, et la décentralisation administrative et politique. Alors, cette théorie a été, si vous voulez, développée par un chercheur, un Américain, Faletti, qui c'est sa thèse de doctorat. Il a fait des études comparatives en Colombie et en Argentine. Et les résultats ont démontré que les séquences de la décentralisation influencent les résultats et en termes en fait, de pouvoir des collectivités territoriales. Alors, les résultats ont démontré qu'en Argentine, on a suivi une séquence de décentralisation politique, fiscale, administrative, alors que les résultats ont démontré que les collectivités territoriales ont finalement été renforcées dans leur capacité de la prise de décision et d'avoir à leur disposition les ressources financières pour financer la prestation du service au niveau local. Tandis qu'en Argentine, on a organisé une séquence de décentralisation administrative et fiscale et politique. Alors, on a assisté, si vous voulez, au résultat inverse et que les pouvoirs locaux, du moins les collectivités territoriales, ils n'ont pas les ressources nécessaires puisque l'État contrôle les finances. Non seulement l'État contrôle les finances, mais il fait des délégations de responsabilités et des prestations de services sans donner les moyens pour financer le développement local. Alors, c'est là l'aspect théorique que nous avons abordé à travers la théorie séquentielle de Faletti. Le deuxième chapitre aborde l'aspect de la réingénierie politique par la décentralisation en Haïti. Alors, nous disons que la réingénierie, c'est
en quelque sorte un concept. Vous avez 2 minutes. C'est un concept émanant en fait du management, mais on a transposé ce concept dans le domaine du champ du droit constitutionnel pour signifier rénovation et transformation des structures de l'État, à proprement parler. Alors, nous avons constaté qu'on a effectivement changé, ou du moins restructuré les structures de l'État en Haïti à travers les collectivités territoriales, et la Constitution de 1987 a créé 3 échelons de collectivités territoriales: la commune, la section communale, la commune et le département, qui sont des personnes morales de droit public, c'est-à-dire ils ont la capacité de décider en justice, de prendre des décisions, de passer des contrats de vente, etc., que nous n'allons pas prendre dans le temps Il vous reste 1 minute. Et le 3e chapitre que nous avons abordé, c'est en quelque sorte la réingénierie du développement local par la décentralisation en Haïti. Alors, pour arriver à un développement local, nous avons passé en revue les concepts, mais le développement local, c'est en quelque sorte les collectivités territoriales doivent avoir les ressources financières nécessaires à leur disposition. Alors, les résultats de recherche ont montré que nous avons effectivement la problématique que nous voulons aborder est en quelque sorte vérifiée, parce que dans un premier temps, nous avons vu que la décentralisation peut effectivement servir comme un outil de réingénierie politique. La décentralisation peut en quelque sorte servir au développement local, parce que à travers les moyens de financement des collectivités territoriales, à travers les dotations et les impôts collectés dans les communes, et que maintenant les collectivités territoriales peuvent avoir à leur disposition le pouvoir décisionnel et en même temps les ressources financières de financer les prestations de services qui sont leur domaine propre d'intervention et de gestion. Alors, nous avons proposé, en quelque sorte, pour mettre fin, si vous voulez, à cette instabilité, c'est en fait remanier les lois de mars 1996 et les lois de février 2006 pour, en quelque sorte, donner de manière définitive aux collectivités territoriales le statut propre, leur mode opératoire et les ressources nécessaires pouvant effectivement financer le développement local. Et nous disons, dans ces conditions optimum, la décentralisation peut effectivement servir comme un outil de réingénierie politique au service du développement local. Merci. Merci, Anthony Samdi, pour votre présentation. Et très rapidement, je passe la parole au docteur Fred Selimène, qui est le rapporteur de cette soutenance. Merci, Monsieur le Président. Merci à Anthony Samdi pour sa présentation orale qui était relativement claire. On l'entendait parfaitement, on voyait très bien le slide. Plus les slides qui défilaient. Donc, une bonne présentation orale. Hein? Par ailleurs, Monsieur Anthony Samdi a eu un souci tout au long de son travail, un souci de respecter le cadre fourni, le canevas fourni par l'IUS. J'entendais la soutenance précédente où le candidat était vertement critiqué par sa liberté qu'il prenait par rapport aux règles exigées par l'IUS. On ne peut pas dire la même chose concernant M. Anthony Samdi. M. Anthony Samdi a vraiment voulu respecter les règles de l'IUS. Et ça se voit tout au long du document, jusqu'à la table des matières.
En plus, il a eu le souci, parce qu'un plan doit être cohérent, il a fait, mais un plan doit être aussi équilibré. Il a fait en sorte de ne pas avoir des parties, des chapitres, des sections 10 fois plus grosses qu'une autre. Il a des chapitres équilibrés aussi. Donc, il faut reconnaître quand il y a un candidat qui respecte les règles, autant nous engueulons vertement ceux qui ne l'ont pas respecté, autant il faut remercier et féliciter ceux qui ont fait l'effort de respecter les règles. Donc, voilà. Ceci dit, toujours sur la forme, je reste toujours sur la forme. Il y a quelques petites coquilles dans la forme. Déjà, dans les remerciements, on ne signe pas. Quand on fait les remerciements, on ne signe pas, puisque le document est par définition signé, puisque la première page dit voilà qui est à qui appartient ce travail. Même si le directeur est posé dans le document, mais on sait dès le départ. Donc, on n'a pas besoin de signer. Après les remerciements, les documents, on ne signe pas à l'intérieur d'un document. Merci. Alors, ensuite, il faut... il y a quelques erreurs de syntaxe de français. Il faut faire relire le document parce qu'il y a quelques problèmes de français. Et même à l'oral, tu fais une erreur de français fréquente, tu dis le premier chapitre se portera. Un chapitre ne se porte pas. Un chapitre portera. Et par contre, tu dis chapitre 2 aborde et non pas s'aborde. Et tu le dis bien, le chapitre 2 aborde ceci, cela. Mais le chapitre 1 ne se porte pas ou ne se portera pas. Donc, il y a plein de petites coquilles comme ça, y compris même dans la conclusion. Donc, j'ai cru comprendre que tu n'es pas en francophonie, tu es à l'étranger. J'ai cru comprendre. Et donc, peut-être que les erreurs viennent de l'utilisation de deux langues. Je pense. Je ne veux pas porter de jugement au-delà, mais je pense que ça peut provenir de là. Tu as quelques coquilles. Si tu peux faire quelqu'un qui est vraiment francophone et qui pratique. Toi, tu es francophone, tu parles bien le français. Tu parles très, très bien le français, on voit bien. Mais il y a des petites subtilités dans la langue. Quand on ne la pratique pas tout le temps, mais ça se perd. Comme dans toute langue. Hein. Si on ne pratique pas l'anglais, ben on va le parler mal. Hein. Si on ne pratique pas tout le temps l'espagnol, on va le parler mal. Si on ne pratique pas tout le temps l'allemand, on va le parler mal. Donc, c'est normal, je veux dire. Hein, j'ai essayé de comprendre pourquoi, mais j'ai cru comprendre que, en regardant ta signature, j'ai cru comprendre que tu n'es pas à Port-au-Prince, quoi. C'est ça que j'ai cru comprendre. Bon, tu n'es pas dans un milieu francophone. Alors, concernant le document, j'étais sur le fond maintenant. Je suis assez embêté par le fond parce que j'ai l'impression que tu mets au centre du débat la décentralisation en Haïti et en même temps tu prends comme repère une forme de décentralisation canadienne qui n'est pas vraiment... j'ai du mal avec la réingénierie politique, la réingénierie du développement. Quand tu dis réingénierie, implique, c'est dans ta page 15 au chapitre 2, chapitre 2, réingénierie implique, dès le départ dans ton chapitre 2, réingénierie implique restructuration de l'État unitaire en créant 3 niveaux de CT, 3 niveaux de collectivité territoriale, transférant les compétences de l'État vers des entités étatiques infranationales. Mais on n'a pas 3 entités étatiques, 3 entités publiques, tu veux dire. On lit bien ta page 15,
c'est dans ton chapitre 2 au départ. Tu peux noter, c'est peut-être moi qui te comprends mal, hein? Donc c'est pourquoi je te demande mes remarques de les noter pour que tu puisses, et je ne demande que ça, que tu corriges mes interprétations ou mes lectures, parce que c'est même pas une interprétation, c'est une lecture. 3 entités étatiques infranationales. Ce pas des entités étatiques, ce sont des entités publiques, qui n'est pas la même chose. Hein? Et c'est le chapitre pareil, quelque part, toujours dès le départ dans ton travail, tu dis l'absence de loi cadre laisse le champ libre au pouvoir central. Et en même temps, tu dis qu'il y a une loi de décentralisation, il y a une constitution de 87 qui ne laisse pas le champ libre à l'État central. Parce que toi-même, tu dis que la constitution de 87 répartit les choses. Tantôt, tu dis 3 collectivités, et dans les 3 collectivités, tu mets l'État. L'État, c'est pas une collectivité, c'est les 3 collectivités territoriales, si je comprends bien, et ça, tu fais la confusion, mais on le rencontre au chapitre 3, les 3 collectivités territoriales, c'est section communale, commune, département. Et tantôt, tu dis, les 3 personnes morales de droit public, tu le dis dans ton travail, c'est l'État, la commune, la section communale. Tu vois, je n'ai pas cette rigueur permanente dans ton travail et ça m'a peut-être un peu gêné. Alors, ton travail, il est progressif, il évolue très bien dans le document. Et puis, il y a un autre, tu voudrais bien m'expliquer, mais je ne veux pas qu'on a abusé du temps. Quand tu dis, je ne sais pas, ça doit être vers la fin du chapitre 3, l'harmonisation de l'échéancier constitutionnel avec l'échéancier électoral. Tu retrouves tes phrases, hein, quand je dis ça, tu vois de quoi je parle, mais je n'ai pas compris comment on peut harmoniser un échéancier constitutionnel avec un échéancier électoral. Et autre élément qui gêne, c'est comment je vais dire ça, tu sembles mettre sur le même point ou dire que l'un c'est la conséquence de l'autre, déconcentration et décentralisation. C'est 2 choses totalement dichotomiques, totalement différentes. Hein? Et tu dis que la déconcentration peut être une conséquence de la décentralisation. Tu l'as dit à l'oral d'ailleurs encore, parce que je t'écoutais attentivement sur ce chapitre 3. Et je ne crois pas qu'on puisse dire ça dans la décentralisation. Et comment joue, tu dis que les choses peuvent changer en fonction des séquences de la décentralisation. Je n'ai pas bien compris les séquences de la décentralisation. Soit on vote une constitution et on a une constitution qu'on applique, constitution qui prévoit les instances infranationales, infra-étatiques, ou soit on vote plusieurs constitutions progressives, une première constitution qui est comme ça, une deuxième qui est comme ça, une troisième qui est comme ça, progressivement sur 10 ans. Puisque, par définition, les constitutions ne sont pas immortelles. Elles ne sont pas rigides, figées dans le temps. Hein? Les constitutions évoluent comme toute chose dans la vie d'un pays. Donc, les séquences de la décentralisation, je n'ai pas bien compris, même si tu as pris 2 exemples, Colombie, Argentine, là, je dois dire que je n'ai pas bien suivi. Donc, tu vois, je me pose beaucoup de questionnements, hein, beaucoup d'interrogations sur le fond. Donc, si tu veux m'éclairer, je ne demande que ça, que tu puisses m'éclairer sur tous ces points-là. Mais j'étais un peu confus, je dois dire.
Je sais que, et tu la connais, je sais qu'il y a une constitution en Haïti, les choses sont claires. Est-ce que le développement local dont tu fais allusion dans le chapitre 3, est-ce que le développement, l'absence de développement local, là aussi ça fait partie de mes confusions, est-ce que l'absence de développement local vient du fait qu'il n'y a pas de loi cadre, puisque tu dis que si on est dans cet état, c'est qu'il y a une absence de loi cadre, alors qu'il y a une constitution. Hein? Est-ce que c'est parce qu'il y a une absence de loi cadre ou parce qu'il y a une mauvaise répartition, une mauvaise ventilation des ressources nationales? Est-ce que c'est l'absence de loi cadre ou est-ce que c'est une mauvaise répartition des dotations? Parce que j'ai cru comprendre, et c'est vrai aussi, pas seulement en Haïti, qu'il y a les textes, mais il y a l'application des textes et il y a les affectations des ressources. Et les affectations de ressources sont très souvent à l'origine, d'une non-application de la décentralisation, de non-développement territorial. C'est ça que j'ai cru comprendre partout dans le monde. Hein, mais je te laisse, je ne veux pas trop te charger d'un coup. Si le président veut bien, je m'arrête là pour l'instant. Merci, Anthony. Alors, tu vas attendre le temps que tu puisses réfléchir aux différentes réponses que tu vas donner et aux questionnements du docteur Fred Selimène. D'ailleurs, moi-même, je vais revenir également pour te poser certaines questions. Et entre-temps, je passe la parole à ton encadreur, le docteur Christophe Poulos. Merci, Monsieur le Président, et merci au rapporteur pour sa lecture. Hein, et effectivement, j'avais vu un certain nombre d'écarts. Hein? Malheureusement, il faut placer le travail d'Anthony dans son contexte. Hein? Et à l'origine, je n'étais pas censé être le directeur. Hein? Et comme quand ça arrive, ça tombe sur moi, à la dernière minute, on a sauvé les meubles, même si je reconnais que c'est parce qu'il y avait vraiment du contenu, une qualité de ce qui se dit, même si par moment, Anthony, on le sent, Anthony a un problème de langage dans son document. Hein? Il vacille un peu. Hein? Ça rend confus ses propos, même si effectivement, je pense qu'il y avait moyen. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais accepté de prendre la main pour l'accompagner. Et c'est parce que je trouve que tout ce qu'on a dit là, y compris les remarques du rapporteur, effectivement, il y a lieu qu'Anthony puisse se mettre au travail sérieusement et de préciser les choses, de rester dans un cadre donné. Parce que on a l'impression que malheureusement, et des fois, Anthony dit une chose et son contraire à la fois. Hein? C'est malheureusement. Hein? Mais bon, heureusement pour lui, c'est que je trouve que son travail a beaucoup de mérite. D'abord, de poser la question de la décentralisation, la problématique de la décentralisation en Haïti différemment. Hein? On voit bien qu'il y a une volonté théorique de recontextualiser les choses. Hein? Surtout, voilà. Mais il faut, encore une fois, Anthony, beaucoup de précision. On n'a pas eu le temps, malheureusement, d'entrer en profondeur et parce que si je te faisais mes remarques et autres et inquiétudes, tu n'allais pas respecter du tout le timing, le délai imparti, et pourtant le travail méritait justement d'être évalué par les pairs, par les collègues. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, on le voit aussi dans la présentation d'Anthony. On voit bien que malheureusement, Anthony n'est pas trop branché US.
ça veut dire n'est pas trop branché IUS. Hein? Surtout à la dernière minute, il y a eu cette séance-là de comment il faut valoriser le travail, mettre en avant la problématique, la méthodologie, les résultats et la conclusion. Eh bien, Anthony a préféré de présenter chapitre 1. Il a passé beaucoup de temps et pourtant, il aurait pu insister sur les résultats qu'il a trouvés. Pourtant, ces résultats-là sont dans le texte et surtout l'apport de son travail. Il aurait pu insister là-dessus, mais on voit bien que Anthony, malheureusement, il n'a pas été jusqu'au bout dans l'application. Bon. Maintenant, le problème de syntaxe, le problème de grammaire et tout, je pense que Anthony a bien pris note et moi, personnellement, je vais exiger d'Anthony qu'il puisse faire un travail. Je ne vais pas faire ça à sa place. S'il le faut, il va trouver quelqu'un qui maîtrise la langue plus ou moins et de cette manière-là, corriger, enlever les éléments qui ne sont pas trop clairs pour pouvoir répondre aux préoccupations de notre cher évaluateur. Donc, voilà. Donc, mais moi, je terminerai là-dessus pour dire qu'à l'IUS, on est contre toute forme de maltraitance de nos étudiants. D'accord? Donc, voilà pourquoi il n'est que justice, puisque Anthony a fait un travail, à mon sens, remarquable, remarquable, et donc, il fallait l'encadrer et accompagner jusqu'à la sortie. Et il est tout près de la sortie. Maintenant, il ne sortira pas tant qu'il ne prendra pas en compte les remarques, bien entendu, de l'évaluateur. Voilà. Eh bien, je vous remercie, Monsieur le Président du jury. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Monsieur l'encadreur. Alors, j'aimerais dire tout d'abord toutes mes félicitations à Anthony, parce que, comme vous avez dit, Dr. Selimène, il vit aux États-Unis depuis très longtemps. Et alors, il est de Jacmel, je le connais bien. C'est un pasteur, bon, c'est un ami également. Et donc, Anthony a fait beaucoup d'efforts pour produire un travail plus ou moins acceptable. D'ailleurs, c'est un petit peu mon domaine. Et quand je lisais son texte, et certaines fois, je me mettais à rire parce que, bon, j'ai appris des choses à partir de son travail. Mais j'aimerais dire tout d'abord à Anthony que, à la fin de son introduction, il a dit « entrons d'emblée dans le premier chapitre ». Mais quand on dit « entrons d'emblée dans le premier chapitre », donc on va entrer dans le premier chapitre. Mais après cette phrase, il y a un segment, il y a un autre paragraphe et encore, donc, qui pratiquement n'avait pas sa place, à mon avis. Donc, il faudra... et lors des corrections, enlever cette phrase. Et puis, vous avez dit, alors, cette partie, ce n'est pas cette phrase, cette partie. Vous avez dit, vous avez parlé des différents types de décentralisation, vous en avez cité 4, et décentralisation politique, décentralisation fiscale, décentralisation du marché, décentralisation administrative. Mais par contre, vous en avez développé 3. Vous avez laissé la décentralisation du marché. J'aimerais bien savoir pourquoi. Ça, c'est une question. Dans le chapitre 3, section 1, vous avez dit... il se penchera également sur les innovations du décret du 1er février et ses faiblesses. Mais je voulais vous dire que parlant des décrets du 1er février, il y en a 4 au moins, y compris le décret de 1996 également, et portant création des sections communales.
Donc, il y en a 4. Donc, on ne peut pas parler, et si on ne cite pas tel décret, par exemple, décret sur la commune ou décret sur le département, on ne peut pas parler du décret. On peut parler des décrets. Et à mon avis, il n'y a pas eu de question de recherche ni d'hypothèse claire. Est-ce un choix ou bien je ne l'avais pas vu? Donc, c'est à vous de me dire. Et puis, vous avez parlé des frais de fonctionnement pour les CASEC de 2500 goudes et pour le CASEC principal et 2000 goudes pour les autres. Et je ne sais pas, mais je crois que ça a beaucoup évolué en cette période. Donc, il y a plus de 2500 goudes, etc. Ça a beaucoup évolué. Et il y a également, vous avez parlé des lois créant le FGDCT, le Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales. Et à un certain moment, vous mettez le 13, un autre le 15, et un autre moment, vous mettez le 16 juin, là je parle de juin, un autre moment, vous mettez le 15 juillet, et donc à la page 30 par exemple. Donc là, je suis un peu perdu dans tout ça. Et puis, vous avez parlé des sections communales. Vous avez dit il y a 718, alors pas des sections communales, des collectivités. Vous avez parlé de 718 collectivités territoriales. Je vais vous dire qu'elles sont beaucoup plus que 718, même un peu plus que 730 et aujourd'hui, parce qu'on a 572 sections communales, vous notez pour moi, on a 572 sections communales, 149 communes qui sont créées, mais il y en a 147 qui sont gérées, 147 qui ont un cartel à leur tête, et puis il y a 10 départements. Donc, vous regardez ce que ça donne. Et puis, dans la conclusion, vous avez repris le sujet de la conclusion. Bon, je ne crois pas que c'est important de reprendre le sujet au niveau de la conclusion. Et enfin, j'ai noté que votre introduction fait 3 pages et votre conclusion en fait 5. Donc, j'ai pensé que ça devait être l'introduction qui peut en faire 5 pages et la conclusion 3. Mais c'est l'inverse que j'avais vu. Voilà mes remarques pour votre travail et je vous le redis, c'est un bon travail. Il faut juste retoucher par rapport à toutes les recommandations, mais sinon, c'est un travail potable. Maintenant, vous avez la parole pour répondre en 5 minutes à toutes les remarques et les questions qui vous ont été adressées. Merci. Alors, en fait, je remercie Dr. Célimène pour les remarques et je remercie également Dr. Christophe pour les remarques qu'il a faites. Alors, je vis aux États-Unis depuis 24 ans, mais je suis un professeur de sciences sociales. Je parlais très bien la langue de Voltaire. Mais après quelques années aux États-Unis, bon, c'est-à-dire on a perdu un peu la pratique ou comment dit-on ça? Et bon, en quelque sorte, quand la première remarque qu'on a fait, c'est que non, tu as perdu la pratique, ce qui est normal, Anthony, ce qui est normal. Tout individu ne parle pas une langue régulièrement, il perd. C'est moi pareil à tout le monde. C'est pourquoi nous, à l'IUS, nous demandons à nos étudiants systématiquement de parler le français, de s'exprimer en français à l'écrit et à l'oral. Parce que plus on parle une langue, plus on la maîtrise. Et c'est normal, ce qui t'arrive est normal. Oui, merci. Alors, quand je parlais de l'État central, vous avez raison, vous avez parlé de l'État central, mais je fais quelques petites erreurs quand je parlais des collectivités territoriales comme étant des entités étatiques. Effectivement, ce ne sont pas des entités étatiques, mais ce sont des préférences des personnes morales de droit public. C'est-à-dire,
les collectivités territoriales, elles sont devenues des personnes morales du droit public par la Constitution de 1987. En fait, c'est-à-dire pour que ces personnes morales de droit public peuvent en quelque sorte exercer leurs droits et prendre des décisions comme telles, et il faudrait-il bien que les lois cadres d'application soient votées par les gouvernements qui se sont succédés au pouvoir, ce qui n'a jamais été fait. Comme remarque, c'est que le gouvernement de Gérard Latortue, c'est lui qui a pris les lois de février 2006. Mais le gouvernement de Jacques-Édouard Alexis, quand il est arrivé au pouvoir, il devrait publier ces lois, en fait, les lois de février 2006, qui devraient institutionnaliser et rendre opérationnelles les collectivités territoriales. Le gouvernement de Jacques-Édouard Alexis a choisi de les mettre à rencard. Et prétextant. Alors, le terme juridique, c'est de les rapporter. Il les a rapportés. Alors, vous voulez être plus clair? Alors, je dis que le terme juridique, et au lieu de mettre à l'écart, il les a rapportés. Oui, il les a rapportés. C'est en droit, oui. C'est l'expression utilisée en droit. Rapporter. Oui. Rapporter, merci. Alors, c'est une décision politique. Alors, il a pris comme prétexte. Il a pris comme prétexte que les coûts d'application de ces collectivités sont trop élevés, mais en réalité, c'est une décision politique parce que les collectivités territoriales en fait, devraient, ou du moins vont partager le pouvoir politique avec le pouvoir central. Et que maintenant, il y a toujours eu, en quelque sorte, cette volonté de ne pas, en quelque sorte, mais de ne pas rendre opérationnel et les collectivités territoriales. Alors, en parlant de la réingénierie politique, c'est un terme effectivement managérial qui a pris son origine effectivement au Canada. Mais je ne veux vraiment pas parler de la décentralisation comme on l'a conçu au Canada, mais de préférence, je vais servir le concept comme cadre théorique et pour en quelque sorte transposer ce concept dans le cadre du droit constitutionnel, parce que pour signifier restructuration de l'État, réinventer l'État par la création de trois collectivités territoriales qui ne sont pas vraiment comment dirais-je, des entités et comme des entités, mais ce sont des personnes morales de droit public qui ont un statut moral, juridique, capable de prendre des décisions. Et d'après la Constitution de 1987, si les collectivités territoriales sont des personnes morales de droit public, l'État central ne peut pas les abolir ou les mettre à rencard. Il fallait un cours de justice qui doit trancher dans le cas où il y aurait un litige entre l'État central et une collectivité territoriale. Voilà, Anthony, il faudra conclure pour nous parce que il faudra que je respecte l'heure de la séance qui va venir. Oui. Alors, pour ce qui a trait aux 718 collectivités territoriales, je sais qu'il y a d'autres communes qui ont été créées sous le gouvernement de Martelly et de Jovenel Moïse. Et effectivement, les documents que j'ai consultés, c'est de Élie. Et ces documents-là datent de très longtemps. Oui. Et c'est pourquoi qu'il y a des petites erreurs au niveau, si vous voulez, des chiffres. Mais en quelque sorte, nous pouvons corriger ces erreurs-là. Eh bien, merci. Oui. Anthony, je suis obligé de vous remercier parce que sinon le docteur Providence va me remercier. Et très rapidement, 30 secondes, Fred, docteur Providence, c'est chacun. Et votre mot? Fred d'abord. Merci.
Merci, Monsieur le Président. Je vois que Anthony a les idées pour répondre aux différentes questions. C'est vrai que le temps qui lui est imparti ne lui permet pas de tout faire. Et là encore, il n'a pas l'esprit de synthèse pour tout me dire de façon, je dirais presque brutale, quoi, directe. Hein, brutale. Il n'a pas. Pourquoi on revient sur le problème de la pratique de la langue. Les concepts ne lui viennent pas de façon fluently. Les concepts qui lui permettent de répondre de façon synthétique aux choses. Mais on sent bien qu'il a la mécanique qui lui a permis de comprendre ce qu'il fait. Hein? Et je le remercie pour ça. Et je le répète, hein, je le remercie d'avoir été soucieux de respecter la notion de cohérence, d'équilibre de son plan, de son travail, et d'être soucieux de respecter les règles de l'IUS, hein, en chapitre, section, paragraphe, hein, passer à la page pour chaque chapitre, comme on dit, passer à la page pour la bibliographie, présenter la table des matières, présenter aussi une bibliographie comme il se doit. Bon, mais je dois dire que c'est un travail qui a été travaillé par l'étudiant. Merci, professeur Célimène. Merci beaucoup, docteur Providence, rapidement. Ben, c'est de féliciter, mon dernier mot, de féliciter Anthony et de lui dire que bon, ben, j'espère qu'il va continuer, hein, sur sa lancée, pourquoi pas développer davantage son sujet en master. Bon, si ça l'intéresse, il y a toujours une porte ouverte, hein, pour lui à l'IUS. Voilà, merci, Monsieur le Président. Merci, docteur Providence. Merci, Fred. Alors, et Anthony, j'aimerais que vous encouragiez votre beau-frère, le sénateur Chérubin, à nous rejoindre. Alors, il était avec nous, mais il n'a pas pu continuer. Et puis, il est ça, mais il doit revenir. Il doit revenir. Voilà. Merci beaucoup, Anthony. Merci et félicitations pour votre travail. Merci encore à Fred et au docteur Providence pour leur intervention. Je laisse la main très rapidement au docteur Célimène qui va diriger la prochaine et dernière soutenance.